Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va vous tenir 10 minutes en haleine avant l'heure du déjeuner. Mais on a gardé le meilleur pour la fin, bien évidemment. Alors, Jean-Luc Peuvrier, Noria Larose. Donc, on va juste 2 secondes vous parler du FOD. Qui est le FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale? Vénérable, c'est gentil, mais ça fait un petit peu quand même ancien, mais on a quand même 20 ans d'existence, effectivement. Donc, association composée d'une petite centaine aujourd'hui d'adhérents, organismes de formation ou structures ou un acteur de la formation de toute taille. Ça va d'indépendants aux entreprises et aux structures nationales les plus importantes que vous pouvez connaître. Je ne les citerai pas toutes. Le FOD est agit essentiellement depuis des années sur la reconnaissance de la formation à distance, puisque c'est surtout dans ce champ-là. On va parler de multimodalité aujourd'hui, et ce que vous avez pu connaître en 2001 avec la directive de 2001, et puis beaucoup plus récemment avec les lois de 2014 sur la formation professionnelle, la reconnaissance de la FOAD dans l'apprentissage et l'accompagnement, on va dire, dans le sens où nous avons aidé à la rédaction des décrets qui aujourd'hui, on va dire, nous mobilisent et permettent d'utiliser les formations multimodales dans tous les dispositifs de formation, dans les parcours de formation, puisque c'est ainsi qu'aujourd'hui on va les nommer. Voilà. Et une des spécificités du FOD, c'est effectivement de publier régulièrement des publications qui peuvent servir à tous les professionnels du domaine de la formation, que ce soit en formation initiale ou formation continue. D'où l'idée, il y a 5 ans, de créer ce guide qui donne un panorama général des différentes plateformes, qu'elles soient plateformes LMS propriétaires ou open source. Ça aussi, c'était un choix dès le départ de pouvoir vous donner une forme d'état des lieux du marché, mais au-delà du marché aussi des solutions en open source qui peuvent exister. Alors guide sans publicité, guide sans financement, guide construit par la bonne volonté et l'action incessante et on va dire assez intense des personnes que vous voyez ici. Alors il y en a qui sont dans la salle, je veux bien, parce que je veux bien qu'ils se lèvent. C'est pas l'habitude de mettre les gens comme ça, voilà. On a vraiment des gens qui ont passé du temps pour vous produire ces outils-là. Je pense effectivement ici à Michaela. Voilà, c'est de l'investissement au profit de tous. C'est l'esprit du FOD aussi. Et sincèrement, il faut les remercier parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui à vous présenter ce guide-là. Non, cette étude, justement, l'idée dès le départ, c'était de pouvoir la partager gratuitement, parce que nous qui sommes donc au sein du groupe de travail, il y a des organismes de formation, des gens qui sont dans des domaines assez variés, et c'est vrai que pour être au contact depuis une vingtaine d'années avec les professionnels de la formation qui souhaitent aller vers la digitalisation, on sait qu'une des questions qui va se poser, ça va être le choix de cette plateforme. C'est souvent stratégique, et ce qu'on voulait vraiment, c'était vous apporter une information gratuite, parce qu'avant il y avait aussi des benchmarks payants qui existaient, et on se dit qu'il faut déjà que vous ayez tous un premier niveau d'information. L'idée, c'est pas qu'à l'issue de la lecture de ce guide, donc ça c'est l'édition 2018, mais vous allez avoir accès à la fin de la présentation à l'édition 2019. L'idée, c'est pas qu'à partir uniquement de ces fiches, vous puissiez faire votre choix. C'est vraiment de déjà faire un premier tri, de vous approprier aussi les contenus. On a ajouté des textes cette année qui vous donneront quelques clés pour bâtir votre cahier des charges, et puis ensuite analyser également les offres des différents prestataires que vous allez solliciter. Alors ce guide qui a 5 ans d'âge, c'est la 5e édition, c'est vraiment, on va dire, le best-seller, sauf que seller, c'est pas le bon mot puisqu'il est gratuit, puisque c'est près de 2000 téléchargements maintenant tous les ans. Le retour qu'on en a, comme disait Noria, c'est vraiment que c'est un guide au premier contact à la fois avec les LMS et à un premier tri entre guillemets, ou du moins avoir un regard peut-être plus averti pour la suite. Je ne vais pas dire la grande nouveauté, mais le renouveau plus exactement de ce guide en 2019, version 2019, c'est effectivement le travail de groupe qui a été fait, et ce groupe qui est vraiment représentatif des acteurs aujourd'hui du digital learning. Des, on va dire, entre guillemets, experts, on va dire des gens qui sont complètement dans le digital learning, mais on a la chance d'avoir à la fois des partenaires tels que les OPCO qui sont venus nous rejoindre, et des entreprises. Donc on a eu vraiment un regard très différent qui a pu être porté, enfin on va dire des préoccupations différentes qui a pu être portées sur ces LMS, alors que c'était notre souhait de départ il y a 5 ans avec Noria. Ça a été compliqué, hein, ceux qui ont eu l'occasion déjà d'animer des groupes de travail volontaires
comme ça, on sait qu'on en perd en cours de route. C'est pour ça que je tenais à remercier tout à l'heure ceux qui ont tenu le coup jusqu'au bout. Mais c'est d'autant plus riche et parce qu'on a cette volonté de neutralité dans le regard qu'on porte sur ces outils et de vous apporter, à travers justement ce regard multiple, le maximum d'informations pour que vous soyez organisme de formation ou entreprise ou financeur le cas échéant, que vous puissiez effectivement le faire en connaissance de cause. Et ce qui a été intéressant cette année, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui nous ont sollicités pour faire partie du guide. Donc il y a eu aussi un gros travail de notre part d'analyse des différentes propositions. Parce qu'en fait, pour la partie propriétaire, on a bâti un questionnaire avec 220 critères que chaque éditeur aussi a accepté de compléter. Et ensuite, nous avons tous analysé les différents questionnaires pour voir les plateformes, identifier les plateformes qui nous semblaient les plus pertinentes par rapport aux besoins que nous connaissons et qui sont les vôtres. Après, il y avait différents critères aussi en termes de pérennité financière, de fonctionnalité, les aspects techniques. Enfin, on a vraiment essayé de prendre en compte tous les aspects qui nous semblaient intéressants, qui correspondent d'ailleurs aux différentes catégories que vous retrouverez dans le guide. Et donc finalement, on a retenu 11 plateformes que vous trouverez donc tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a été sollicité par des sociétés en tout cas qui ont émergé depuis quelques années, qui n'étaient pas forcément présentes l'année dernière. Donc là, vous verrez 3 plateformes inédites dans le guide qui existent depuis plus longtemps que 2018, mais vous pourrez également donc découvrir ces nouvelles fiches. Sur les aspects, sur les plateformes propriétaires également, ce qu'on a fait, c'était un gros travail avec Nativio de remettre à jour tous les critères techniques en termes de sécurité, d'hébergement, c'est aussi lié au RGPD. On tenait aussi à vous apporter un critère sur la conformité RGPD. Donc vous verrez, ça c'est un nouveau critère qui figure aussi dans chaque fiche. Et puis au-delà des plateformes propriétaires, on sait aussi que dans la vraie vie, on est intéressé pour ajouter des outils complémentaires aux plateformes LMS. C'est aussi pour ça que cette année, on a fait un petit focus sur des outils qui nous semblent intéressants, tant en adaptive learning que pour les MOOC éventuellement. On a fait un petit récapitulatif sur les MOOC. Et puis sur le mobile learning, parce que souvent les plateformes LMS peuvent proposer des solutions, mais il y a également d'autres solutions que vous avez certainement découvertes sur le salon qui sont intéressantes en complément. Donc on en a listé quelques-unes. Et puis également pour faire de la vidéo interactive, au-delà des outils auteurs que vous connaissez sans doute, il existe des solutions vraiment dédiées à la vidéo interactive. Donc vous trouverez également quelques noms. Après, l'idée, c'est pas de recommander des sociétés plus que d'autres, mais c'est de vous donner ces éclairages. Après, c'est à vous aussi de faire votre marché, d'aller sur le salon pour découvrir sur les différents stands l'ensemble des sociétés qui travaillent dans ces domaines. Alors, selon le vieil adage que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, nous ne connaissions pas très bien ce dont s'équipaient les membres du FOD. Donc, on a quand même mis en place un club utilisateur, donc qui est réservé aux membres du FOD, mais c'est peut-être une occasion pour vous justement de rejoindre l'association. Le but, c'est vraiment déjà de pouvoir entre nous aller un cran plus loin à travers des retours d'expérience cette fois. Et ces retours d'expérience que l'on souhaite, c'est l'année prochaine pouvoir vous les présenter dans la version 2020, donc un guide qui sera enrichi non seulement des analyses qui ont été faites, mais des retours de ceux qui ont mis en œuvre ces LMS-là. Donc que ce soit sur, bien sûr, les LMS propriétaires ou LMS open source. Alors après, ce qu'on a vu émerger en termes de tendances, c'est toujours compliqué de donner des tendances parce qu'il y a des plateformes qui existent depuis une vingtaine d'années, qui sont à la fois sur la partie formation, mais qui ont d'autres briques, plus RH, plus sur la paye, la gestion, la RH. Donc voilà, en fonction du profil de la plateforme, on a vu émerger des nouveautés qui étaient différentes. Si on devait rester sur des choses communes, ce qui est sûr, c'est que il y avait déjà des plateformes l'année dernière qui permettaient d'individualiser les parcours, mais on a bien noté cette année que celles qui n'étaient pas forcément tout à fait au point l'année dernière ont mis dans leur roadmap 2019 la création d'outils qui permettent vraiment de prendre en compte le niveau de chacun et de tenir compte du score ou des résultats sur certains modules pour ensuite faire de la suggestion de contenu. Donc ça, c'est vraiment une tendance forte et qui répond à nos besoins à tous. Alors, dynamisme quand même, parce que c'est quand même le mot fort peut-être de cette diapo. Bien sûr, vous l'avez remarqué cette année, plus que les années passées dans le salon, votre présence n'en dément pas.
Effectivement, les sollicitations pour rentrer dans le guide dont parlait Noria tout à l'heure, elles se vivent aussi pour les acteurs déjà présents. Beaucoup de nouvelles choses. C'est un marché qui bouge très très vite, beaucoup plus vite, et qui est on va dire dans une position un petit peu exponentielle et un peu particulière. Donc à côté de ça, contrairement effectivement au domaine des LMS propriétaires qui a vu émerger et qui voit tous les jours émerger de nouveaux acteurs, on a un resserrement en fait de l'offre du côté de l'open source. Ça rapporte moins, c'est un peu le principe quand même. Donc on a moins de plateformes. Il y a des plateformes qui existent toujours. Je pense à Ilias ou OLAT ou OpenOLAT par exemple, qu'on continue de citer, mais qui aujourd'hui sont sur un champ tellement restreint que, bon, quelque part, ça méritait moins, au même titre que les autres qui ne sont pas encore rentrées. Elles méritaient, celle-ci, de sortir un petit peu du guide. Alors le risque, effectivement, on ose écrire le mot, c'est un petit peu le risque de moodélisation aujourd'hui. On n'a rien contre Moodle, bien au contraire, mais il ne faudrait pas tomber dans le travers de dire est-ce que je prends une plateforme propriétaire ou un Moodle ? Il y a aussi d'autres choses dans l'open source et ça mérite bien évidemment qu'on étudie toutes ces plateformes qui ont toutes des caractéristiques et des avantages et des inconvénients les unes par rapport aux autres. Donc j'espère que le monde de l'open source va continuer d'être un acteur à l'avenir, d'être un acteur majeur aussi dans ce champ-là et qu'on n'aura pas une position trop dominante de un, voire peut-être quelques acteurs. Et puis justement, pour vous aider à faire le choix entre plateforme open source ou plateforme propriétaire, on a rédigé à plusieurs mains un article de 3 pages qui justement vous donnera un bon niveau d'information et qui donne un bon comparatif des deux, des points de vigilance pour l'un ou pour l'autre, et qui vous permettra en fonction de votre contexte, de votre équipe, de votre organisation, de voir ce qui vous semble le plus adapté. Donc ça, c'est aussi un ajout. Le guide a vraiment été renouvelé. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait après. Ah bah voilà. Donc, le moment tant attendu. Ce qu'on vous invite, c'est qu'on a donc mis en ligne ce matin le guide, et on tenait à remercier vraiment toutes les personnes qui ont répondu au fameux questionnaire de 220 critères. Et puis à tous les membres du groupe de travail qui nous ont aidés à publier cette nouvelle édition. On sera ensuite à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez participer également l'année prochaine. Vous ne serez pas surpris. Attention, maniez-le avec précaution, l'encre est à peine sèche, comme on dit. Parce qu'il y a des petites coquilles, bien évidemment. L'équipe de Noria, qu'on félicite et qu'on remercie, qui a mis la main aux dernières corrections hier soir, il y a toujours des petites coquilles qui se glissent encore. Donc même si vous le téléchargez maintenant, vu qu'on aura votre adresse mail, on vous renverra la version corrigée et définitive du guide. Mais l'essentiel, vous l'avez déjà en téléchargeant par le lien qui est là. Voilà. Non, c'est une petite aparté. Moi, j'avais une question. Donc là, on est sur des plateformes LMS classiques, voilà, donc qui inscrivent des gens, indexent les contenus, les mettent en relation, font des statistiques et essayent de rendre ça le plus agréable possible et le plus individuel possible, à ce qu'on a senti dans votre étude. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'on voit apparaître, ce que vous avez vu apparaître, des portails ? Parce qu'on a entendu plusieurs entreprises ce matin qui disaient finalement on a plusieurs sources de plateformes internes ou externes et on a monté un portail pour intégrer tous les contenus et donner une interface unique à l'utilisateur. Est-ce que ça existe en open source ? Qu'est-ce que vous avez repéré là-dessus ? Alors, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas dans les propriétaires, ça c'est vrai que je ne l'ai pas mis en tendance, mais autant il y a 2 ans, il y avait peu d'interfaçage possible entre plateformes, 2-3 ans on va dire. Là, cette année, la plupart, vous verrez, il y a un critère interfaçage dans la partie technique. Et effectivement, dans cet interfaçage, autant avant on se disait il faut interfacer ma plateforme avec mon outil SIRH. Maintenant, les plateformes entre elles sont interfacées. En tout cas, quand elles utilisent des API ou des protocoles qui facilitent ces échanges, ça, on voit que c'est vraiment une tendance qui tient compte de la réalité. On a beau être un grand groupe international, se dire que c'est mieux de mutualiser, d'avoir une seule plateforme, on sait bien que certaines filiales ou pour certaines opérations, on a besoin de monter des plateformes plus
plus adapté. Et donc, effectivement, pour qu'il y ait cette coexistence et qu'il y ait une facilité de reporting derrière pour vraiment suivre au niveau RH toutes les statistiques à un seul endroit, on voit bien qu'il y a des plateformes mères, on va dire, et puis des plateformes sœurs. Et donc, il y a tous ces interfaçages qui ont été développés et le travail des développeurs, là, est vraiment important et facilite vraiment ce travail-là. Juste pour compléter ce que dit Noria, je connais un petit peu plus le monde on va dire des centres de formation et pour faire le lien avec l'open source, alors on n'a pas de portail, mais par contre c'est une tendance et c'est une demande effectivement d'avoir un accès plus uniformisé parce que les organismes de formation, quelle que soit leur taille, ont de plus en plus d'outils et ils souhaitent uniformiser l'accès. Et là, ce que l'on voit très clairement par contre là se développer, ce sont effectivement les interfaçages avec ce qu'on appelle le SIRH côté entreprise, mais qui vont être les dispositifs, les logiciels de gestion de la formation, de gestion des apprenants. Donc là, c'est clair qu'il y a une demande. Alors souvent, ça passe par du développement spécifique aujourd'hui, mais on commence à trouver des briques, des modules, des add-ons qui vont permettre de plugger directement les LMS les plus importants avec effectivement ces outils-là. Et puis en aval, comme sur les plateformes orientées entreprises depuis longtemps, les plateformes qui jusqu'à présent s'adressaient plutôt au secteur éducatif commencent à proposer aussi des outils d'automatisation, de simplification, des suivis, des attestations entre guillemets d'assiduité, telles qu'elles étaient avant, et puis toute autre sorte comme ça qui commence à être automatisée. Donc on a un rapprochement sur ce champ-là. Merci. J'avais aussi une question. S'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions, c'est le moment. On a encore une dizaine de minutes. Ma question était sur l'interopérabilité. Bon, effectivement, on doit s'interconnecter avec des CRH, on doit intégrer des contenus venant de différentes origines ou auteurs. Quid des normes? On en est où? Juste un petit commentaire sur l'évolution des normes dans le domaine du e-learning et de la formation à distance. Alors, il n'y a pas de grande nouveauté, je dirais, du côté des normes. Si on se positionne par rapport à l'année passée, on est toujours, bien évidemment, la norme SCORM pour les contenus. On a un certain nombre de normes XAPI, et notamment, si on pense à XAPI, sur effectivement, on va dire, des connexions avec d'autres outils et la possibilité donc de ramener dans un seul et même outil des données. Toute la question sera derrière de comment on exploite ces données, comment on les met en forme, parce qu'on est typiquement dans l'environnement, dans l'univers du big data. Derrière, on va effectivement avoir des réservoirs, des LTI qui vont nous stocker de l'information, mais comment est-ce qu'on va les mettre en forme et comment on va les exploiter intelligemment. Reste effectivement un certain nombre d'LMS qui font le choix, ou au-delà des LMS, Noria évoquait tout à l'heure des gens qui ont pris des positions plutôt de niche, qui là ne sont pas systématiquement effectivement dans le cadre de la norme. Voilà, c'est un choix de posture, d'avoir une offre intégrée dont, on va dire, l'interopérabilité des contenus n'est pas forcément la priorité, qui va être beaucoup plus de répondre effectivement soit à une approche, soit à un besoin entreprise, de mon point de vue. Oui, là, je voudrais juste partager un cas concret. C'était un client qui était parti sur une solution qui était très séduisante en termes d'ergonomie auprès d'une petite start-up française, mais qui était très prometteuse. Et même si cette plateforme était devenue compatible SCORM, la plupart des contenus avaient été créés directement dans cette plateforme. Ce qui fait que le jour où la société a coulé, malheureusement, tous les contenus ont quasiment disparu. Donc il faut vraiment penser interopérabilité, même si vous avez confiance dans votre prestataire, si c'est un éditeur connu. Pensez aussi au jour où, et on a d'ailleurs aussi ajouté une clause si vous vous souvenez, de penser dans vos contrats aussi à vérifier la clause de sortie. Elle ne s'appelle pas comme ça, vous verrez dans le guide. C'est des clauses nouvelles qu'on encourage également à négocier au moment du choix. Parce que certains éditeurs ne le mettent pas, et ça vous permet aussi d'envisager le pire. C'est toujours important, comme quand on se marie, de se dire il y a un contrat, et on pense aussi à la situation où si un jour on doit se séparer, vous pourrez récupérer vos contenus, vous aurez les droits dessus, et vous saurez aussi dans quelles conditions vous pouvez les récupérer. Si c'est prévu dans le contrat, vous n'aurez pas forcément de coûts nécessaires, alors que dans certains cas, c'est tellement cher de récupérer ces données que finalement vous perdez tout.
sur un plan, pour revenir sur un plan un petit peu technique, il y a une tendance bien évidemment que vous constatez partout, c'est l'utilisation à côté des LMS, non pas d'un complément, qui sont tous les outils du Web 2, qui sont des outils assez souvent gratuits, certains sont payants, mais qui permettent effectivement de générer, vous les connaissez tous, on ne va pas les passer en revue, du contenu facilement réalisable, hein, on sait qu'ils sont orientés pour effectivement faciliter la tâche des formateurs. C'est très intéressant, je suis le premier à les utiliser et à les prôner en parallèle, en complément des LMS. Mais là aussi, sur cette question de l'interopérabilité, attention, parce que bien évidemment, c'est assez souvent très compliqué. On n'a pas là de format, ce sont des formats complètement propriétaires, voire avec même l'impossibilité dans certains cas de télécharger le contenu. Ce sont des contenus qui restent intégralement en ligne. C'est une autre approche du contenu, c'est une autre approche même des activités, mais pensez bien que développer à outrance sur des outils du Web 2, ils peuvent disparaître du jour au lendemain, ils peuvent devenir payants alors qu'ils étaient gratuits, et vous pouvez perdre tout l'investissement, tout le travail qui a été fait en termes de conception. Plus la problématique des données personnelles aussi, qui plus ça. Maintenant... Vous avez faim? J'en vois qui clopine. Allez, une dernière pour la route, que vous auriez pu poser dans la salle, parce que je suis sûr que tout le monde, à peu près les 2/3 de la salle, se pose. Les plateformes LMS peuvent-elles être utilisées pour construire, diffuser, animer un MOOC? Un MOOC? MOOC? Oui, MOOC. Ah bah oui, elles le font parce déjà. Que j'ai lu la page 3, donc, qui y répond. Donc. Oui, bien sûr. Bien sûr, elles le font déjà, puisque au-delà des plateformes spécifiquement créées pour certains MOOC, je pense aux États-Unis, si on prend enfin, ça a fait le chemin inverse, mais EDX, qui est avant tout effectivement une plateforme MOOC. Aujourd'hui, on a OpenEDX qui permet effectivement tout le monde peut installer un OpenEDX. Et donc, ce sont les plateformes qui sont utilisées aujourd'hui principalement parce qu'elles ont cette particularité, dès le départ, d'avoir été conçues pour gérer des très grandes cohortes, en l'occurrence les cohortes étudiantes. Et donc, technologiquement, aujourd'hui, elles fonctionnent bien. Du côté des propriétaires, c'est un petit peu moins vrai, parce que c'est pas la finalité, mais par contre, du côté Spock, Cook ou Spock, là l'entreprise aura plutôt intérêt à conserver quand même le même LMS. Non, oui. Effectivement, pour les Cook ou les Spock, on peut être assez malin et en fonction de la plateforme dont vous disposez, plutôt de prendre un autre abonnement supplémentaire pour prendre une solution dédiée MOOC, vous pouvez aussi... Après, tout dépend de votre plateforme, mais on trouve toujours des astuces aussi pour y loger le MOOC qu'on a conçu. Parce qu'en général, un MOOC, c'est quoi? C'est de la vidéo, il y a la dimension sociale, il y a des activités. Donc, en fait, c'est de la formation à distance, tout simplement. Donc, quand c'est en privé pour les collaborateurs d'une entreprise, il n'y a pas toujours nécessité de faire appel à une solution dédiée MOOC. Après, si vous avez les moyens, effectivement, ça peut être aussi intéressant. Mais en termes de suivi, voilà, dès qu'on démultiplie les outils, ça va vous complexifier la vie en termes de suivi. Donc après, c'est des choix en termes d'ergonomie. Le MOOC est une modalité de formation, si je peux me permettre ce raccourci. Donc attachez-vous, on a une page qui a été refaite dans le guide cette année, qui est sur les critères importants à prendre en compte. Regardez notamment la pédagogie, quelle est la stratégie pédagogique. Si vous êtes plutôt sur du descendant ou si vous êtes plutôt sur du collaboratif, vous n'allez pas choisir le même LMS, ça sera la même chose pour les MOOC. Merci Jean-Luc. Encore bravo Nora pour tout ce travail collaboratif qui est réalisé chaque année par le FOD. Merci.